Si vous deviez revivre sous la forme d'une plante et qu'on vous donne à choisir, être une herbe ou un arbre, peut-être choisiriez-vous d'être un être fantôme. Personne ne sait ni l'âge qu'ils ont, ni pourquoi ils ont cette forme. On a émis bien des hypothèses, dont celle d'une mutation survenue il y a plusieurs siècles. Le plus étrange est qu'on les trouve en Europe, le long d'une ligne qui va du Danemark à la Bretagne, en passant par l'Allemagne et la Champagne. Du coup, certains n'excluent pas que, s'il y a eu mutation, elle ait pu être provoquée par le passage d'un météore radioactif. Certains de ces êtres ont même l'air d'avoir été humains. Mais peut-être choisiriez-vous plutôt de revivre sous la forme d'un chêne. C'est grand, c'est fort, c'est beau, ça vit longtemps. Une fois vieux, ça reçoit des visites. Celui d'Allouville, par exemple, dans le nord de la France, a plus de 900 ans. Du temps de la guerre de 100 ans, il en avait 200. C'est donc décidé. Vous allez connaître la force tranquille du Quercus robur. Pour commencer, vous êtes un gland. Vos parents vous ont bourré d'amidon, de quoi démarrer et tenir 2 ans. Après quoi, ayant fait des racines, vous êtes capable de grandir tout seul. Ce qui ne se fait pas en 2 temps et 3 mouvements. Bien au contraire, en 3 temps et 2 mouvements. Premier temps. Le chêne croît en hauteur. Deuxième temps, il croît en largeur. Troisième temps, il croît en sagesse. Apparemment, il ne se passe rien. En fait, c'est le moment où le bourgeon pilote rassemble ses forces avant de repartir. Un problème après l'autre, qui veut vivre longtemps ménage ses efforts. Où sont les plus vieux chênes vivants? Celui-ci est en Hongrie. Il aurait 1000 ans. Mais depuis peu, environ un siècle, il est entré en agonie. Pourtant, il croît toujours. À la différence des animaux et des hommes, un arbre peut grandir et avoir des enfants jusqu'à sa mort. Mais il lui faut puiser l'eau et les sels minéraux de plus en plus profonds, dans un espace de terre de plus en plus appauvri. Sans compter qu'il devient de plus en plus difficile de faire monter la sève jusqu'à 50 mètres de hauteur, comme ici. Et puis la ramure commence à peser. Un tel vieillard, pour lui-même, devient de plus en plus un poids mort, ou plutôt un bois mort. Car un grand arbre, même en bonne santé, est toujours un arbre mort aux 3 quarts. Tout l'intérieur du tronc est fait de cellules mortes. Il n'y a de vivant qu'un mince anneau de cellules où la sève circule sous l'écorce. Dès qu'elle commence à moins circuler, arrivent les champignons, puis les insectes xylophages, c'est-à-dire mangeurs de bois.
comme le cérambix, qui commence à pondre sous son écorce. Les œufs deviennent des chenilles. Et là, c'est le massacre. La pancarte dit en hongrois « Chêne de Milan, pitié pour lui ». Il arrive que le chêne vive encore plus vieux, mais à l'état de fantôme vivant. Celui-ci, au Danemark, s'est libéré de son poids mort, en somme, de son squelette. Toute la partie intérieure du tronc a disparu. Il ne vit plus que par un seul côté de ce qui fut son anneau de cellules vivantes. On lui donne 2000 ans. C'est sans doute le chêne le plus vieux du monde. C'est un miraculé quand on sait que pour construire un seul vaisseau de haut bord au XVIIIe siècle, on abattait 3000 chênes qui donnaient chacun 200 mètres de planche. On abattait aussi 40 pins pour l'abatture d'un vaisseau. Résultat, voici l'un des derniers pins géants de Nouvelle-Zélande. Le kauri, 60 mètres de hauteur. Tellement abattu qu'à la fin du XXe siècle, il n'en reste qu'un ou deux exemplaires de cette taille. Les Néo-Zélandais en sont réduits à récupérer leurs graines pour les replanter. Ceux qui reverront la forêt de kauri vivront en l'an 2300. C'est laborieux d'être un géant. Ça l'est beaucoup moins, finalement, d'être une herbe annuelle. On part d'une graine, on meurt, on repart d'une graine, et pour grimper, au lieu de travailler en lenteur et en force, on le fait en souplesse, en astuce et en rapidité. Le liseron, par exemple, peut atteindre jusqu'à 5 mètres, à condition de trouver un support vertical.
Un botaniste tchèque, le professeur Tsalabek, a passé des années à essayer de comprendre pourquoi le liseron tourne à gauche. Et cela dans quelque pays qu'il soit. Alors que toutes les plantes volubiles, où qu'elles soient, tournent obstinément à droite. Le même professeur tchèque a voulu montrer que le liseron est têtu comme une plante et s'obstine à se brûler la tête. Moins cruelle, mais fatigante pour ce pauvre liseron, est cette épreuve qu'on lui a fait subir en France, pour voir s'il pouvait grimper après n'importe quoi. S'il pouvait penser, il dirait « Ah, c'est intelligent ». Maintenant, s'il vous plaît, un peu de silence pour permettre à ce haricot de tenter le record de la performance volubile. Pour l'instant, il se chauffe. Voici plus sérieux. Un tuteur de 2 cm de diamètre. Oui, il y arrive. Mais c'est dur. Mesdames et messieurs, ce haricot grimpant va devoir maintenant affronter devant vous un tuteur de 8 cm de diamètre. On l'applaudit quand même. Et si vous doutez de l'ingéniosité des herbes grimpantes, voyez celle de la courge. D'abord, elle se fixe. Ensuite, pour résister en souplesse au vent, elle se fabrique un amortisseur. Une fois sa vrille accrochée, elle se rapproche du support en formant une série de tours dans un sens et une série de tours dans l'autre. Exactement le même nombre de tours dans les deux sens. Pour ce qui est de la souplesse et de l'imagination, c'est l'arbre, il faut bien l'admettre, qui doit s'incliner devant l'herbe. Passons à l'épreuve d'alpinisme. Entre la France et l'Espagne, fin juillet. Les Pyrénées. Les derniers arbres ont été largués 700 mètres plus bas, à 2300 mètres. Ici, nous sommes à 3000. On n'y a guère, certains étés, que 2 semaines de végétation. Sans compter qu'il y a trop de rayonnement solaire, ce qui chauffe le sol, alors que l'air est glacé. Ici, c'est le royaume des herbes, capable de n'offrir qu'un minimum de prise au vent et de faire assez vite une fleur et une graine qui restera planquée les 11/12 de l'année sous la neige. Les renoncules, l'adonis des Pyrénées, les saxifrages, dont le nom signifie briseur de pierre, l'ibéris. On n'imagine pas ce qu'il faut déployer comme astuce pour tenir ici.
étaler ses racines sous les pierres, comme le galliobe. Au printemps et en automne, quand la terre est humide et qu'il y a de brusques différences de température entre le jour et la nuit, sous chacun des cailloux de l'éboulis se forme une colonnette de glace qui soulève les cailloux jusqu'à 5 ou 6 cm de hauteur. Et comme les cailloux se touchent, c'est tout l'ensemble du pierrier qui, chaque soir, se soulève et chaque matin retombe avec le dégel. Pire encore pour les plantes. Les cailloux ne sont pas soulevés verticalement, mais perpendiculairement à la pente. Par contre, le matin, au dégel, ils retombent verticalement. Ce qui fait que tout le pierrier descend de la montagne chaque matin de 2 à 3 cm par un mouvement en dents de scie. Comment pousser dans ces conditions? S'enraciner plus solidement que tout le monde, comme la violette de la Pérouse, glisser sa fleur entre les cailloux, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il éviter ceci. Les plantes des éboulis glaciaires ont fini par trouver la solution. Elles se fabriquent une tige suffisamment longue, souple et résistante, de manière à accompagner le mouvement, au lieu de lui résister. Voici la championne toute catégorie des éboulis, Xathartia scabra. Elle réussit à tenir à plus de 2600 mètres sur des éboulis glaciaires en pente, parfois jusqu'à 45 degrés. Son secret? Le principe de la chaîne d'encre. La Xathartia fait comme les marins, qui filent toujours au moins 4 ou 5 fois plus de chaîne qu'il n'y a de fond. Elle laisse filer jusqu'à 60 cm de tige vers le bas de la pente, poussant ainsi à l'inverse de toutes les autres plantes qui vont toujours vers le haut. Elle résiste ainsi à cette avalanche permanente de terre et de cailloux. De plus, grâce à la souplesse de sa tige, la plante s'arrange pour que sa touffe de feuilles soit toujours au-dessus de ce terrain mouvant. Ainsi, cette herbe a-t-elle appris à s'installer là où aucun arbre ne tiendrait. Là encore, avantage à l'herbe. Passons à l'épreuve de natation. Nous sommes en Roumanie, dans le delta du Danube. Après 2850 km à travers l'Europe, ce fleuve emporte avec lui 70 millions de tonnes d'alluvions par an. C'est un continent en marche. Il emporte aussi, arrachés à ses rives, des rhizomes de roseaux. Les alluvions se prennent dans ces rhizomes, finissent par former un sol. D'autres plantes s'installent sur ces radeaux vivants, qui s'agrandissent parfois jusqu'à pouvoir accueillir des passagers. Arrivant à l'embouchure du Danube, les îles de roseaux finiront par couler, formant au cours des siècles des lagunes qui font reculer la mer Noire. C'est ainsi que la ville grecque d'Istria, qui était un port, s'est peu à peu retrouvée à l'intérieur du delta et a fini par être abandonnée par les hommes, investie, puis ensevelie par l'invincible armada des îles de roseaux. On ne l'a retrouvée qu'en 1914, 2000 ans après qu'elle ait cessé de pouvoir accueillir des navires en chaîne. Le bambou, qui est une herbe comme le roseau, une graminée, fabrique cependant du bois, mais juste assez pour une tige mince et creuse
renforcés par des nœuds. Énorme économie d'énergie et de poids mort. La force de l'arbre, la souplesse de l'herbe. Mais enfin, direz-vous, toutes ces herbes dont vous parlez sont fragiles. Que l'eau vienne à manquer, elles meurent. L'herbe, plus vite que l'arbre, est tuée par la sécheresse. C'est vrai. Voici une balsamine, soumise par un chercheur à l'épreuve de la soif. La première fois, elle s'en tire. La deuxième fois, péniblement. La troisième fois, c'est trop. Alors, il faut de l'eau, et tant qu'à faire, de l'eau chaude, comme celle de cet étang qui produit de la vapeur. Et voici l'herbe peut-être idéale pour se réincarner. Chinois, hindous, égyptiens et chrétiens ont vu dans le lotus une plante symbolique. Il commence par se libérer de la boue, puis se purifie dans l'eau, avant de s'épanouir à l'air et à la lumière. Il symbolise la transformation de la matière en esprit. Il fait le voyage entre les 4 éléments: la terre, l'eau, l'air, le feu, celui du soleil ou, comme ici, du cœur de la terre. Dans le nord de la Roumanie, miraculeusement, un étang s'est formé à partir d'une source thermale, grâce à quoi, depuis des centaines de milliers d'années, même pendant les glaciations, chaque année, fleurit un lotus. Il vit dans les conditions mêmes qui ont favorisé, il y a 4 milliards d'années, l'apparition des premières algues unicellulaires. Celle du début de l'aventure des plantes.